Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là en nombre, vraiment en nombre ce soir. Bonsoir à toutes les deux. Cette rencontre, donc, vous l'avez compris, elle sera placée sous le signe d'un thème central, ultra contemporain, les mutations du leadership. Alors pour en parler donc, deux voix très singulières, deux voix complémentaires aussi, on va le voir. Ce dialogue, il sera l'occasion de croiser vos expériences, vos doutes, parfois, j'imagine, vos convictions, vos échecs aussi, vos accomplissements, et d'explorer ensemble ce que signifie aujourd'hui diriger et entreprendre. Alors, pour lancer cette conversation, je vous propose de commencer par évoquer vos parcours respectifs, et peut-être plus spécifiquement, à travers un moment charnière, qui a façonné votre manière de travailler et de comprendre le leadership. Si vous deviez chacune raconter votre parcours en un moment clé, un moment charnière, peut-être un déclic, lequel choisiriez-vous? Et j'ai envie de commencer par vous. Merci Simon. Alors, donc moi, mon parcours, il a été très balisé en finance, puisque j'ai toujours travaillé dans la finance, alors que c'était ce que je ne voulais absolument pas faire quand je faisais mes études. Je voulais être journaliste ou travailler dans la philanthropie. Bon, finalement, la vie a fait que j'ai fait mes premiers stages en finance et que j'ai commencé dans ce domaine. J'ai eu une carrière d'abord en finance de marché, puis ensuite en finance en banque privée, où là, c'était un véritable déclic, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, c'était dans les années 2000, des entrepreneurs de la tech, et donc d'avoir une diversité de personnes avec lesquelles je pouvais travailler, et aussi une diversité de sujets, puisqu'il y avait évidemment la fiscalité, les marchés de capitaux, des domaines, et plus largement l'art, la philanthropie qui sont venus après. Donc ça a été, je dirais, le déclic de passion pour mon métier. Mais si j'ai un moment charnière, ça a été en 2014, quand j'ai été appelée par Rothschild & Co pour reprendre la direction de Rothschild & Co. Donc je ne me voyais absolument pas un jour diriger une banque. Ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé. Je venais d'accoucher de mon troisième enfant, qui n'avait même pas 1 an. Donc c'était quand même un moment où il y avait familialement beaucoup d'occupations. Et puis c'était un déclic plutôt humain, où j'ai eu beaucoup d'entretiens, je crois 17 ou 18, et où tous m'ont convaincu par le côté justement très congruent de leur approche, que j'allais pouvoir être entrepreneur au sein d'une entreprise familiale qui avait un ADN de plus de 200 ans, et que j'allais pouvoir donner un sens au leadership que je voulais donner. Donc je me suis lancée. Et vous, Solène? Bonsoir à tous. Alors, en ce qui me concerne, le déclic a eu lieu il y a 2 ans. Donc, vous voyez, il a fallu que j'attende un certain temps avant d'avoir un déclic. J'ai eu, en tout cas, une carrière relativement, je dirais, une trajectoire très stable, que j'ai commencé avec Anne-Sophie en 2003, donc en banque privée chez UBS. Et puis, pendant pas mal d'années, j'ai suivi, je dirais, le cours normal de quelqu'un qui devient leader petit à petit dans le secteur financier, dans la banque, au fil des rencontres, des promotions, des changements de boîte, etc. Et j'ai décidé d'entreprendre il y a une dizaine d'années pour créer une première boîte en parallèle de mon job à l'époque dans la banque. Ça a été donc un gros challenge pour moi d'avoir ces 2 activités en parallèle, mais je ne me sentais pas réellement encore entrepreneur. Il a fallu que je plante ma première boîte pour travailler ensuite avec des entrepreneurs en start-up pendant 2 ans pour réaliser ce que c'était que de réellement entreprendre. Donc je dirais que j'ai été stagiaire en start-up pendant 2 ans pour recréer ensuite une nouvelle boîte. Et ça n'est qu'au cours d'une discussion avec un entrepreneur que je recevais sur mon podcast et en qui j'avais une admiration incroyable. Et cet homme-là m'a regardé et m'a dit: toi, Solène, qui est entrepreneur. Et en fait, ça a été un déclic. J'ai réalisé il y a 2 ans que ça faisait 8 ans que j'avais créé une première boîte, mais j'ai réalisé que j'étais entrepreneur, et en fait, ça a déclenché, ça a débloqué beaucoup de choses, beaucoup de blocages que j'avais pour lancer des activités grâce à cet homme-là. Parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes senti véritablement légitime pour pouvoir le dire, l'affirmer?
Je pense qu'il y avait un petit peu de ça. En fait, j'étais environnée d'entrepreneurs depuis pas mal d'années, au travers de mes clients, de mes interviews sur FinScale. Et je trouvais que chaque homme et chaque femme que je recevais chaque semaine, je trouvais incroyable ce que cette personne me racontait, que ce soit la stratégie, les échecs, l'internationalisation. À chaque fois, je ressortais en me disant mais c'est fabuleux ce que cette personne-là a à nous apprendre. Et donc, je pense que le niveau de jeu était tellement élevé dans mon esprit que j'avais l'impression que quand on était entrepreneur, on avait forcément créé des licornes. Alors qu'en réalité, beaucoup de personnes, et tu en es, Anne-Sophie, une grande illustration, beaucoup de personnes sont des entrepreneurs sans même s'en rendre compte. Et sur cette question de la légitimité, Anne-Sophie, un petit mot? La légitimité, alors moi, je n'ai jamais eu ce... les gens qui me connaissent dans la salle savent que je suis pas, je pense pas être arrogante, mais non, j'ai jamais eu ce sentiment de ne pas être légitime dans mon travail, puisque j'ai toujours fait de mon mieux avec, à mon échelle. Et c'est vrai que j'avais, je pense, eu aussi la chance d'avoir eu notamment une grand-mère qui avait dirigé une boîte. Et donc, depuis que je suis toute petite, pour moi, mêler le travail, la vie de famille, il n'y avait pas de cloisonnement, il n'y avait pas de barrière, donc je ne me suis jamais sentie pas légitime. Alors, abordons maintenant frontalement, puisque je l'ai dit, c'est le thème quand même majeur de notre soirée, le thème du leadership. On en parle beaucoup, on parle beaucoup de la fin du leadership modèle vertical. Quel est selon vous le nouveau modèle qui est en train de s'imposer ou d'émerger aujourd'hui ? Alors, nouveau modèle qui est en train d'émerger, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas faire des généralités. Après, moi, je vais dire celui que moi, je m'approprie, qui est un modèle à la fois pyramidal et transversal. C'est-à-dire, évidemment, il faut un dirigeant qui donne une vision, qui donne des objectifs, qui explique vers où l'entreprise veut aller et qui donne du sens, les valeurs de l'entreprise. Mais après, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de transversalité et que chacun dans l'entreprise soit un auto-entrepreneur et fasse le meilleur de lui-même dans la zone où il a le plus de talent. Et je sais qu'il y a quelque chose pour moi qui est très important, c'est que je ne suis pas du tout fan des formations pour tout le monde, pour que tout le monde soit à peu près bon partout. Je suis une grande promotrice de la formation, mais que chacun bénéficie des meilleures formations là où il a déjà beaucoup de talent, beaucoup de passion, pour justement profiter au collectif. Donc moi, je suis pour un mode de leadership très collectif, où chacun apporte sa pierre à l'édifice et où on n'a que des succès collectifs. Leadership collectif, Solène ? Oui, et leadership transparent et radical. Moi, je suis très inspirée par ce que je vois au travers des discussions que j'ai avec des entrepreneurs qui ont monté des boîtes qui maintenant sont des licornes et qui s'inspirent de modèles comme celui qu'on voit qui a été mis en place par Reed Hastings, qui est le CEO et le fondateur de Netflix, qui sont des modèles de transparence radicale où finalement, il n'y a pas de secret à avoir. Donc, ces boîtes-là, par exemple, elles rendent complètement publics les comptes, les salaires. Donc, voilà, tout est extrêmement bien expliqué, tout est accessible, les codes, les minutes des COMEX, les minutes des boards, etc. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus ce qu'attendent les générations, des générations Z, qui demandent énormément de transparence, qui de toute façon ont accès à beaucoup plus d'informations qu'auparavant et sont demandeuses. Mais encore une fois, ce modèle-là fonctionne dans la mesure où, on en parlait avant, les entreprises mettent en place une gouvernance qui reste extrêmement solide et évolutive. Oui, justement, un mot sur ces jeunes générations, parce qu'on le sait, c'est vrai, elles cherchent davantage de clarté, de transparence, de sens aussi, de compétences relationnelles. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un retour à certaines valeurs fondamentales, justement, dans ce cadre-là? Et si oui, quelles sont, selon vous, ces valeurs fondamentales qui reviennent peut-être? Ah oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui étaient des valeurs qui étaient considérées un peu comme faibles, comme l'empathie, la diplomatie, l'écoute, le savoir prendre en compte un peu tous les avis, donc la diversité vraiment au sens large, qui aujourd'hui sont des valeurs justement beaucoup plus incontournables, parce que je crois que l'intelligence artificielle, on n'en est qu'au début, va nous solutionner beaucoup de sujets pratico-pratiques, mais que si on veut être créatif, et je pense que toutes les entreprises, pour sortir du lot, doivent vraiment être créatives, innover, c'est l'humain qui peut innover, en tout cas c'est ma conviction forte, et que pour ça,
En effet, il faut que les gens travaillent ensemble, apprennent à se connaître, apprennent à s'écouter, et que donc ces valeurs humaines, que moi j'appelle les soft skills, donc c'est tout ce qui fait que chacun peut donner le meilleur de lui-même, sont vraiment cruciales au monde de l'entreprise. C'est votre avis aussi, Solène? Totalement, mais je pense qu'il y a un décalage entre les besoins et ce qui est fait réellement. On parlait tout à l'heure de gouvernance. Moi, je siège dans des conseils d'administration et je vois chaque année qu'on forme les conseils sur des sujets liés au risque, ce qui est très bien, à la réglementation dans le secteur financier, c'est absolument utile. Mais il y a un des sujets qui manque systématiquement à l'appel, c'est celui des soft skills. Dans des lieux comme les conseils d'administration, les comités de direction, les comités exécutifs, s'il y a bien un lieu où l'ego doit être bien géré, ce sont ces endroits-là. Et je pense qu'il faudrait absolument former davantage tous ces organes-là sur ces soft skills. Donc, dans le leadership, c'est fait. Et c'est très bien fait dans tes équipes, mais je constate au niveau, je dirais, plus global, que ça manque. Mais vous vouliez réagir là-dessus? Peut-être oui, pour moi les soft skills, ça doit, pour que ça infuse vraiment dans une entreprise, il faut que ça soit des objectifs qui soient clairement affichés, qu'il y ait une communication claire sur ce qu'on attend. Et donc, pour notre part, chez Rothschild & Co en Belgique, on en a 4. Et c'est d'abord le fait d'avoir un esprit complètement out of the box, donc faire un pas de côté justement pour avoir de la créativité, toujours avoir un esprit tourné vers les solutions. Et même si on ne trouve pas une solution, au moins expliquer à son boss pourquoi on bloque. Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est le collectif. C'est vraiment se connaître soi-même, connaître les autres. Donc, passer du temps, et ce n'est pas du temps perdu, à rencontrer les autres, à connaître leur zone de stress, leurs forces, leur zone grise peut-être, pour justement ensuite, ensemble, si on a une bonne équipe bien diverse, pouvoir s'appuyer les uns les autres sur nos forces, notamment dans les périodes difficiles, et ça c'est vraiment fondamental. Et puis ensuite il y a la communication, et ça la communication c'est pas que la bienveillance, c'est aussi avoir une communication qui une certaine clarté. C'est une forme d'engagement. Quand on n'est pas clair, c'est clair qu'on n'est pas engagé pour moi. Et puis la dernière chose c'est le feedback, c'est vraiment développer une culture de feedback pour qu'à la fin d'une réunion, à la fin d'un projet, on dise ça a marché, ça n'a pas marché, et que tout le monde aussi puisse se l'approprier. Vous parliez tout à l'heure des new gen. Les new gen, je pense qu'ils ont besoin de sens, comme vous disiez, mais ils ont surtout besoin de participer, d'être engagés, d'être dans les projets, et de ne pas avoir justement cette vision totalement verticale, mais de se dire, voilà, je peux avoir ma pierre à l'édifice, et ils ont une vision souvent très intéressante et très créative, et donc il faut en tenir compte. Mais en vous entendant, est-ce que, je vais peut-être aller un peu vite et un peu résumer, mais est-ce que ça ne signe pas la fin d'un leadership individuel pour vraiment passer maintenant dans un leadership en format collectif? Vous avez beaucoup évoqué ce mot de collectif. Est-ce que ce n'est pas la fin, d'une certaine façon, du modèle leadership individuel? Alors, il y a certaines boîtes qui vont jusque-là. Donc, en tout cas, pour ma part, on n'en est pas là. Mais c'est clair que pour moi, il faut quand même un leader qui soit un leader incarné, qui soit un leader qui donne la vision, qui donne la stratégie, et ensuite, au sein de cette vision stratégique, de laisser, en fait, de mettre toutes les conditions en place pour que chacun donne le meilleur de lui-même. Donc, en fait, c'est donner beaucoup de liberté à ses collaborateurs et en échange, avoir la confiance. Je pense que c'est un peu un engagement réciproque. Et quand on a ça, il y a toutes les raisons pour que ça se passe bien. Oui, alors il y a un mot que tu as utilisé et qui est pour moi fondamental, c'est celui de la vision. Le leadership, c'est vraiment celui c'est l'ensemble d'actions qui sont menées pour donner une vision à une entreprise, à un projet. Donc on ne peut pas le rendre que collectif. Et cette notion de vision, je pense pour moi, c'est... alors je fais peut-être un hors-sujet par rapport à la question, mais ce qui est fondamental en réalité pour ce leadership et ce que je vois d'incroyable avec toutes les startups et toutes les scale-up avec lesquelles je travaille et avec lesquelles j'échange, c'est cette capacité qu'elles ont à avoir une vision sur quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'elles développent des produits qui n'existent pas, sur des marchés qui ne sont pas encore créés. Et le leader ou les fondateurs ont cette vision en tête et ils articulent ensuite la stratégie autour de cette vision. Et je pense que c'est un des points qui est fondamental et qui est d'ailleurs très très bien fait. Encore une fois, je t'envoie des fleurs. La vision
qu'Anne-Sophie a pour ses équipes, qui est vraiment une vision extrêmement optimiste et qui emmène en fait le collectif autour de la vision. Oui. Mais creusons un instant, puisqu'on garde l'idée du leader, si j'ai bien compris. Si on creuse un instant, et je vais faire 2 minutes de plus de philosophie, si vous le permettez, est-ce qu'on peut être un bon leader aujourd'hui sans avoir une connaissance approfondie de soi-même ? À mon point de vue, non, ça c'est clairement pas. Et ni un bon leader, ni un bon collaborateur. Enfin, je pense que tout le monde, c'est évidemment le leader doit s'approprier ça en premier. Mais je pense que c'est très important d'avoir une bonne connaissance de soi, de ses limites, de ce qui nous connecte vraiment, justement, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos passions. Enfin, pour moi, justement, vous demandiez qu'est-ce que c'est qu'un bon leader. Un bon leader, c'est celui qui dirige l'entreprise où chacun allie sa vision, sa mission avec aussi ses passions. Donc, je pense qu'on doit vraiment faire tout ce qu'on fait bien. Enfin, tout ce qu'on fait avec passion, on le fait bien. Il faut continuer à le faire bien, justement, pour continuer à le faire avec passion. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on grandit. Et donc, pour moi, il faut se connaître. Il y a des outils pour ça. Il y a des formations incroyables qui permettent justement aux collaborateurs. Enfin, je sais que nous, on a travaillé notamment avec le Resilience Institute en Suisse, avec qui on a travaillé depuis 10 ans sur tout ce qui est valeur autour de la nutrition, du sommeil, du sport, et pour que tous les collaborateurs aient un langage commun, et puis aient l'occasion aussi de parler de justement ce qui les stresse, parce que certains, les émotions, le stress, c'est très différent d'une personne à une autre. Quand on sait qu'une situation stresse tel collaborateur, quand on est dans cette situation, les autres peuvent justement venir renforcer l'esprit collectif et puis l'aider, et puis ça sera autour d'un autre. Donc c'est vraiment la connaissance de soi et de l'écosystème dans lequel on évolue. Se connaître et donc connaître les autres aussi. Comment on apprend à mieux connaître les autres ? C'est de l'écoute, c'est du temps passé, encore une fois, c'est du temps pas du tout perdu. Enfin, je sais que nous, on passe beaucoup de temps dans des formations collectives, des formations individuelles. Et là aussi, c'est très individuel, chacun a des besoins différents. Donc, il faut que le manager soit à l'écoute de ses équipes pour voir où est-ce que tu as besoin de renfort, où est-ce que tu penses que tu pourrais t'améliorer et de mettre à disposition les ressources nécessaires pour le faire. Mais donc, développer l'écoute dans des environnements, on le sait très bien, qui sont des environnements quand même de haute pression, quoi. C'est pas nécessairement évident, ça. La pression, ça aussi, ça dépend comment on la ressent. Donc je pense que c'est très lié à la gestion du stress, la pression. Typiquement, on peut avoir des gros objectifs très ambitieux et ne pas ressentir nécessairement de la pression. Ça dépend comment elle est. Je pense que c'est un des rôles du leader, c'est justement de faire en sorte que ses équipes ne ressentent pas la pression. Ça, je pense que c'est le rôle même quasiment numéro 1. C'est de donner la confiance nécessaire pour se dire les objectifs, on les fera et on les fera ensemble. Et donc, pour moi la pression, ça peut évidemment dans des moments de stress de marché, de stress environnement opéré, mais c'est pas un sujet en tout cas dans le. Solène, sur ces enjeux de connaissance de soi, du leader, connaissance des autres. Votre retour d'expérience ? Alors, le retour, je ne vais pas parler pour les grandes structures qui ont les moyens, je pense aussi, d'investir du temps et de mettre des ressources à disposition des collaborateurs. Sur des plus petites structures comme les startups, c'est vrai que ça devient un enjeu fondamental. Les fondateurs ont énormément de pression et peinent, par exemple, beaucoup à lever des fonds en ce moment. Donc, ça devient un enjeu majeur. Et c'est là que, encore une fois, la gouvernance peut aider et mettre en place justement un conseil d'administration, un advisory board pour ces petites structures relativement tôt dans le processus permet, je pense, d'accompagner d'une certaine manière l'entreprise, pas les fondateurs, mais plus l'entreprise sur ces changements, parce que ça peut être très très violent. Et en fait, ce qui est fondamental à comprendre quand on travaille avec ces startups, c'est que c'est un enjeu de survie. C'est-à-dire que si le collectif déraille quand on est une 10-15 personnes, ça peut réellement planter la boîte. Donc c'est un enjeu majeur. Ouais. Un petit mot quand même sur la créativité, parce qu'on l'a évoqué ici et là. Comment elle s'exprime au fond dans vos univers respectifs, cette créativité ? Alors quand je dis que la finance est créative, personne ne me croit. Alors je leur dis à tous, écoutez FinScale. Pourquoi ? Parce que la finance, c'est un écosystème extrêmement large. Ça concerne les entreprises, ça concerne les particuliers. Il y a énormément de choses qu'on peut concevoir en finance pour accompagner les entreprises et les particuliers sur l'épargne, etc. Donc je pense que, alors elle n'a pas toujours été, toute la création n'a pas toujours été formidable. Il y a eu quelques ratés, mais globalement, c'est un environnement très créatif. En ce qui me concerne,
concerne, ma créativité n'était pas suffisamment assouvie en finance. C'est pour ça que j'ai quitté l'environnement dans lequel j'étais pour créer ce format. Donc moi, je suis quotidiennement dans la créativité et la création. C'est votre cas aussi, Anne-Sophie Alors, je ne sais pas si je suis très créative, mais en tous les cas, oui, on essaie d'être créatif, d'être novateur. Je pense que chacun dans mon équipe a des sujets, en effet, qui le passionnent et sur lesquels on essaie de laisser s'approprier des sujets nouveaux. Pour ma part, c'est un sujet qu'on évoquera peut-être, qui est la philanthropie. J'avais aussi une grande frustration, c'est d'entendre toujours des personnes de mon entourage me dire « Ah non, mais en fait, les chefs d'entreprise, ils sont pas du tout, ils cherchent pas à avoir de l'impact, et la philanthropie, ils s'en fichent. Il y a deux mondes, c'est deux mondes cloisonnés. » Et donc, comme moi, ça fait maintenant 15 ans que je constate quotidiennement que ce n'est pas du tout le cas, qu'au contraire, il y a une prise de conscience, je dirais, collective de la nécessité d'avoir un impact au-delà de l'impact économique, financier. J'ai décidé, avec Claire Cram, qui dirige la Fondation de la Banque, de créer un podcast justement qui met en valeur des chefs d'entreprise engagés et des chefs d'entreprise philanthropiques ou à impact pour montrer les interactions qu'ils ont et l'impact que ça a sur leur leadership. Donc, c'est vraiment... Voilà. J'allais dire justement, est-ce qu'on peut considérer la philanthropie aujourd'hui comme justement peut-être un terrain d'expérimentation pour concevoir le leadership autrement ? Alors, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise cherchent à savoir quel impact ils peuvent avoir au-delà de la mission même économique, financière de leur entreprise. Et ça peut s'exprimer de plein de façons différentes en fonction de ce qu'ils souhaitent. Chez Rothschild & Co, après 200 ans dans la philanthropie, d'ADN philanthropique, Alexandre de Rothschild, quand il a repris la direction de la banque, a souhaité encore plus, je dirais, renforcer cet ADN philanthropique en créant une fondation interne à la banque, qui est la fondation du groupe qui s'appelle R&Co for Gen, qui sélectionne dans les 45 pays dans lesquels nous sommes présents les meilleurs projets qui renforcent l'éducation ou l'environnement. Cet outil, évidemment, on donne une petite partie de notre chiffre d'affaires, donc tous les pays du monde, à cette fondation, qui d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, est abritée en Belgique à la Fondation à Baudouin, pour le groupe entier. Et les collaborateurs peuvent, il y a trois groupes de travail dans 3 parties du monde, les collaborateurs peuvent remonter les meilleurs projets d'ONG dans l'éducation de l'environnement. Et on encourage, et c'est vraiment la volonté du top management, les collaborateurs à aller faire du pro bono, du mentorat, des missions auprès de ces entreprises philanthropiques. Pour nous, c'est un terrain d'expérimentation fantastique de leadership. De leadership, mais si je vous entends bien, ça peut modifier carrément peut-être la culture d'entreprise, la culture de l'organisation elle-même. Ça permet à des personnes, pour vous donner des exemples peut-être concrets pour que ça parle un peu plus, en Belgique, on a pas mal de partenariats, on a notamment TADA, où tous les ans, on a une dizaine de collaborateurs de la banque qui vont donner à des jeunes de 12 à 15 ans une journée sur les soft skills, la prise de parole en public, et donc c'est des personnes qui ne travaillent pas nécessairement dans la même équipe au sein de la banque. Ça a infusé dans le groupe, il y a maintenant des gens de Paris qui viennent également chez TADA. On a Play for Peace, j'ai vu qu'Ayman était dans la pièce, auprès duquel également certains collaborateurs vont donner des conférences aussi sur les soft skills. Et puis on a eu la banque d'affaires qui a fait du pro bono pour monter une association, donc ça c'était à Paris, Fratrie, qui mettait de l'immobilier à disposition de personnes classiques et de personnes en situation de handicap mental ensemble. Et donc la banque a travaillé, il y a eu 4 personnes qui ont travaillé pendant 6 mois sur ce dossier, gratuitement. C'est des exemples de pro bono qui peuvent être faits, et qui sont de la formation pour moi, et qui sont... Solène ? Non, mais c'est plein de choses très positives ce que tu racontes, et moi c'est quelque chose que je vois aussi se déployer dans d'autres groupes. Je pense à par exemple des groupes auxquels qu'on n'imaginerait pas sur ces sujets-là, mais la Banque Postale en France est entreprise à mission, la Banque Wormser aussi est entreprise à mission, et à partir du moment où on est entreprise à mission, ça fait complètement partie de l'ADN de l'établissement financier. Et donc, quand on discute avec ces collaborateurs-là, je dirais au quotidien, ce sont des sujets qui les préoccupent et qu'ils abordent avec leurs clients. Ils mettent en place des comités de mission. Donc, ils vont aller, ce n'est pas un organe de gouvernance comme le conseil d'administration, mais il y a un audit, c'est très sérieux, c'est très encadré et c'est audité. Et moi, ça me réjouit de voir des banques se positionner sur ces sujets de philanthropie, mais aussi de durabilité. Alors, il y a un thème que j'aimerais aussi aborder, c'est le thème de l'échec. Parce que cet échec, on en vante parfois les vertus. Vous connaissez peut-être le livre de Charles Pépin, un philosophe, Les vertus de l'échec. Donc il est souvent célébré, cet échec, mais en même temps, il faut bien l'avouer, il est quand même rarement confortable. J'ai envie de savoir, pour vous, justement, comment est-ce que vous l'appréhendez, l'échec ?
Mais c'est formidable, l'échec. C'est le meilleur moyen d'apprendre. On parle aux États-Unis du growth mindset. C'est vraiment cet état d'esprit-là. Moi, j'utilise toujours cette image de la marche. Combien de fois faut-il pour un bébé entre 2 ans et 3 ans et demi, combien de fois tombe-t-il avant de pouvoir courir? Mais des milliers de fois. Et à chaque fois, on encourage, on dit « Allez, vas-y, relève-toi et tu recommenceras la prochaine fois. » Un bébé n'a pas peur de l'échec. Oui. Non, et pour l'avoir vécu, moi, le jour où j'ai recréé ma deuxième société, j'ai liquidé la première. Et mon avocat m'a dit, mais Madame Niederkorn, pourquoi vous ne gardez pas la première? Alors j'avais, bon bref, il fallait que je switch sur une société beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Mais je ne me suis jamais dit que c'était un échec. J'ai compté en fait tous les apprentissages que j'avais eus suite à ce premier échec et je me suis dit, bah, au moins, je ne les referai plus. Et donc l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est vraiment de se casser la figure un certain nombre de fois et de se relever à chaque fois avec l'ANIAC. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir ça en tête. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors moi, oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. On a tous des échecs individuels, collectifs. Je pense que aussi dans une société, quand on a un échec, et on en a évidemment des échecs avec des clients, avec des prospects, ça arrive le moins souvent possible, mais ça arrive. Et donc, justement, là aussi, de se donner du feedback, d'essayer de comprendre où est-ce qu'il y a eu un angle mort, qu'est-ce qu'on a mal fait, et que c'est souvent des catalyseurs de changement importants, puisque ça nous fait prendre conscience que oui, il y a des choses qui sont encore à... Donc l'échec a des vertus très positives dans le monde de l'entreprise. S'il est accepté, évidemment, faut que les gens aussi se sentent accueillis quand ils ont un échec, d'aller en parler, essayer de comprendre pourquoi, et que ça soit aussi du collectif. On passe de l'échec à un tout autre sujet maintenant, à l'amitié. J'ai envie aussi de vous entendre sur ce sujet-là. Comment on peut penser quelque chose comme l'amitié dans un cadre professionnel qui est parfois, et qui est même très souvent, ultra compétitif? Est-ce que c'est possible, au-delà des valeurs, on évoquait tout à l'heure l'empathie, la bienveillance, est-ce que l'amitié a sa place dans ce monde-là? Question difficile. Alors, c'est vrai qu'avec Solène, on a travaillé pendant 20 ans ensemble, et donc on est toujours... C'est pas pour rien que je vous pose la question. Voilà. Et donc, non, l'amitié, alors pour moi, l'amitié et le business, c'est absolument pas du tout contradictoire, mais il faut évidemment que ça soit tout à fait, par contre, séparé, dans le sens qu'il y a une place à l'amitié, il y a les moments pour l'amitié et les moments pour le business, mais je pense que le socle même de la confiance, qui est vraiment nécessaire pour faire du business, le socle, c'est la confiance, et a priori, on a confiance dans ses amis. Donc, il y a une bonne base, en tous les cas, pour faire, pourquoi pas, du business. Oui. Tout à fait. Alors, dans les fails que je vois au sein des entrepreneurs, c'est le pacte d'associés. Voilà, donc il y a je dirais un bémol. Moi, j'y crois, bien sûr, mais dans ce que je vois, c'est bien quand même d'encadrer et que ce ne soit pas uniquement pavé de bonnes intentions, mais de quand même s'organiser et imaginer un post-mortem avant qu'il arrive. Il faut que ça soit, pour moi, très très clarifié. Hein. S'il y a de l'amitié dans le business, et voilà, il y a les moments où on ne parle que business et les moments où on est dans l'amitié qui sont complètement différents et cloisonnés de ça. Restons sur l'idée justement de cloisonnement et peut-être de séparation, puisque vous l'évoquiez toutes les deux dans vos réponses. Hein. L'idée, il y a une vie privée, il y a une vie professionnelle. La frontière, elle est parfois pas très claire, elle est parfois assez poreuse. Est-ce qu'on peut vraiment séparer ce que l'on est de ce qu'on fait? C'est compliqué. Hein. Non, mais je trouve ça toujours compliqué. C'est comme si on changeait de masque. On met son masque Solène maman en revenant à la maison et on retire son masque d'entrepreneur. Moi, honnêtement, je trouve ça extrêmement compliqué et quelque part, ça fausse l'authenticité. Donc je pense que ce qui est plus important, c'est de mettre des limites de temps pour s'octroyer du temps de qualité avec sa famille, ses proches, etc. Mais je trouve toujours compliqué de séparer de façon aussi stricte, surtout dans un mode de fonctionnement où on a été habitué grâce au Covid, ou je sais pas, à cause du Covid, à fonctionner en remote, à être accessible sur nos devices très facilement. Mais je pense que la clé, c'est de fixer des règles de survie mentale pour avoir des moments où on se repose. Mais je trouve très compliqué de complètement couper. Oui, alors moi c'est pareil. Je pense qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de
je dirais que la famille et le business, il faut en effet avoir des moments où on sépare, mais on ne peut pas vivre l'un sans l'autre et de comprendre ça aussi pour ses collaborateurs. Enfin, moi, je sais que typiquement, j'ai trois jeunes enfants, enfin trois jeunes, non, un jeune enfant, mais deux plus grands. Et donc, le soir, je quitte régulièrement plus tôt le boulot. Mais pour moi, que ce soit moi ou un collaborateur qui doit quitter pour voir ses enfants, c'est la même chose. Donc, ça permet aussi d'avoir plus de souplesse, de connaître les besoins de chacun, d'avoir les moments pour sa famille. Mais de séparer les deux totalement, c'est impossible. Alors, il y a un thème que je ne peux pas évacuer, on doit évidemment en parler, c'est le thème de la relation entre les femmes et le monde de l'entreprise, la relation entre les femmes et le leadership. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui être une femme leader? Est-ce qu'il existe un leadership féminin qui est en train d'émerger, là aussi, par rapport, à contrario, d'un leadership strictement masculin? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime pas du tout les cases, donc en général, pour rien. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un leadership féminin ou un leadership. Je pense qu'il y a des leaderships de plus en plus justement novateurs, individuels, et qui peut-être, en effet, quand vous dites leadership féminin, peut-être que les valeurs qui étaient attribuées au féminisme auparavant, donc comme que j'ai mentionné tout à l'heure, l'empathie, la diplomatie, l'écoute, étaient des valeurs qui étaient plus féminines et qu'aujourd'hui, en effet, elles ont plus de place dans le monde de l'entreprise. De là à dire qu'il y a un mode de leadership masculin ou féminin, Non, moi je pense qu'il y a plutôt des codes. Le leadership s'est construit pendant des décennies sur des codes plus masculins, autour quand même de la puissance et de la domination. Et je pense que le leadership évolue et s'élargit en réalité au-delà de ces codes, je dirais, traditionnels, en tout cas dans ceux dans lesquels nos mères ont travaillé. Oui. Mais est-ce que vous, justement, vous parlez de vos mères, est-ce que quand vous avez commencé, est-ce que vous aviez des rôles modèles féminins, des personnes qui vous ont inspiré pour vous lancer? Oui. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir une arrière-grand-mère et une grand-mère, alors qu'ils les deux, par accident, ont dû prendre la tête de société familiale que leur mari avait créée. Mon arrière-grand-mère, parce que son mari est décédé donc, en 1850, et elle a pris, c'était au Chili, mais une société qui était importante à l'époque et qu'elle a gérée ensuite jusqu'à la fin seule. Et puis ma grand-mère, qui pendant la guerre aussi a été épaulée mon grand-père qui avait une société. Et finalement, elle s'épanouissait plus, je pense, en termes de management que lui. Et donc c'est elle qui a vraiment piloté beaucoup et le côté ressources humaines, sociales, créé des cantines sociales c'était une usine de biscuits. Et donc mon père a été élevé par cette maman et j'ai toujours eu l'image qu'on pouvait être maman parce qu'elle avait des très bonnes relations avec ses enfants et en même temps avoir une entreprise florissante. Donc j'avais pas cette barrière mentale de me dire que c'était pas possible. Alors moi, c'est un petit peu moins net que toi. Moi, ma mère s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de nous. Donc j'avais quand même dans un coin de ma tête que pour être mère, donc je suis mère de 4 enfants, c'était bien de s'arrêter de travailler. Bon, finalement, j'ai pas du tout fait comme ma mère. En revanche, moi, j'ai manqué de rôle modèle entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, et je le regrette, on n'avait pas la possibilité de voir autant d'entrepreneurs sur des vidéos YouTube, sur Instagram, etc. Et donc, il a fallu finalement, c'est pour ça que c'est arrivé tard, ce déclic, que je m'entoure de personnes, d'entrepreneurs qui m'ont inspirée. Donc, c'est venu beaucoup plus tard, je pense aussi pour ces raisons-là. Et donc, ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'il y a tout un travail à réaliser, non seulement très concrètement, sans doute dans les entreprises elles-mêmes, mais aussi de manière peut-être plus large, de manière culturelle. Il faut changer les imaginaires, inventer de nouveaux récits autour des femmes en entreprise. Ça, on en avait parlé en préparation de ce panel. Moi, je trouve que l'imaginaire collectif est très révélateur. Si on regarde la pop culture, les films qui sortent, ça dit beaucoup de choses de nos sociétés. Et c'est vrai que, alors peut-être que dans l'assistance, vous avez peut-être des exemples, mais des exemples de femmes qui ont des carrières éblouissantes. Je pense à Working Girl qui est sorti dans les années 80. Il n'y en a pas énormément. Donc il y a des femmes qui s'illustrent d'autres manières de façon formidable, mais en tout cas dans le business, c'est de ce dont on parle, je trouve que ça manque encore. Et
pourquoi je trouve problématique, c'est que ça limite les femmes à se projeter, en tout cas mentalement, dans des rôles de femmes leaders. Donc de plus en plus, autour de nous, il y a des témoignages de femmes sur des podcasts, sur YouTube, etc. Mais je trouve dans les films, c'est très révélateur. Anne-Sophie, pour moi aussi, c'est vraiment le rôle actif que l'entreprise doit avoir, de donner les mêmes opportunités aux hommes et aux femmes, d'avoir du temps pour la famille, d'avoir du temps pour soi, du temps pour faire du sport. Parce que c'est clair qu'une femme ne peut avoir accès à ça que si, de l'autre côté, elle vit avec quelqu'un qui lui laisse l'opportunité aussi de se développer. Donc c'est plutôt cet équilibre, je pense, vers lequel on doit aller. En préparation de cette conversation, Anne-Sophie, vous me disiez que le leadership, pour vous, n'était pas une position, mais un engagement. À quoi engage-t-il concrètement aujourd'hui, selon vous, le leadership ? C'est un engagement, c'est une responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses pairs. Il engage à mettre tout en œuvre pour que toutes les personnes de l'écosystème, donc les individus, aillent chaque matin au travail en étant contents d'y aller, en ayant du sens, en ayant envie de faire toujours mieux et toujours de son mieux, que le collectif, les équipes fonctionnent bien, atteignent leurs objectifs ensemble, que l'entreprise ait un impact au-delà de ce qu'elle avait même prévu, et donc d'avoir une vision un peu plus lointaine. Et voilà. Solène, sur ce point-là, peut-être, sur l'idée même de ce qui fait le sens du leadership, qui s'éloigne peut-être de l'idée de position et qui devient un engagement. Vous n'avez pas dit le mot, mais on entend éthique, responsabilité. Oui, tout à fait. Et il y a un des points que je trouvais intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, qui fait écho à ça, c'est que tu disais que chacun dans les équipes était un entrepreneur dans son business. Et donc je pense, on parlait du leadership collectif aussi, c'est en fait cette responsabilité qu'a chacun individuellement au sein de son équipe, au sein de son unité, au sein du département. Et en fait, souvent, moi, je constate que les gens ne se voient pas eux-mêmes dans cette posture de leader. Il y a cette espèce d'image d'Épinal du leader qui montre, oui, certes, c'est important, mais je pense que chacun, à son niveau, a aussi un rôle à jouer pour leader une idée, leader un projet. Donc, tout le monde à son niveau devient leader d'une certaine façon. Oui, et puis en fait tout ça, il faut pour ça avoir le sens du collectif et qu'aucun succès ne peut être qualifié d'individuel dans l'entreprise. Et dès lors, je pense que tout le monde a envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Si par contre c'est la culture des one-man shows ça peut pas fonctionner. Et donc, si je vous entends aussi, c'est que l'idée d'un rapprochement éthique et entreprise, on dit parfois, ça fait un mot peut-être un peu valise, etc. Là, je vous entends, c'est pas du tout, c'est loin d'être incompatible. Au contraire, ça doit être pensé ensemble. Enfin, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité financière, économique durable s'il n'y a pas également des métriques humains qui sont durables. Une équipe où les gens n'ont pas envie de travailler ensemble, où les gens ne s'entendent pas, ça va forcément exploser à un moment ou à un autre, et donc ça va avoir des répercussions financières et économiques sur le monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment un écosystème global qu'il faut gérer aussi, et encore plus, je pense, aujourd'hui, au cœur avec l'humain. Oui, la durabilité à concevoir aussi d'une manière assez holistique. Je pense toujours à cette entreprise que je cite souvent en exemple, qui s'appelle Sweep, et qui aide les entreprises à revoir totalement leur chaîne de valeur, de la partie fournisseur jusqu'au client, et à accompagner en fait toute la chaîne de valeur à réduire son empreinte carbone avec c'est de la business analysis. Et je trouve que quand je vois des boîtes comme ça se créer, elle a peut-être 3 ou 4 ans cette boîte, ils ont levé pas mal d'argent et ça marche très bien. Ça me donne énormément d'espoir. Et ça montre quand même, parce ils travaillent également avec les fonds d'investissement, ça montre quand même, je trouve, une direction. Ce sont des signaux faibles. Eh bien, on va conclure par là. Restons sur l'idée de la projection, l'idée d'un espoir, peut-être d'un futur. Et dans la salle, j'imagine qu'il y en a certaines qui sont entrepreneurs, qui exercent sans doute un leadership. Est-ce que vous pourriez donner peut-être un dernier ou un conseil à quelqu'un qui voudrait ici exercer justement un leadership peut-être plus juste, plus humain, mettez tous les adjectifs que vous voulez derrière. Déjà, aller au bout de ses rêves, ça c'est, je pense, la première chose, de ses rêves et de ses passions. Si on fait ce qui nous passionne, on va forcément le faire bien et on va forcément rayonner bien au-delà de notre propre personne. Et donc ça peut en effet soulever des montagnes.
Moi, il y a quelque chose que je vous invite à faire, une expérience à faire quand vous allez rentrer chez vous ou demain peut-être au bureau, c'est de prendre une personne que vous appréciez, dont vous appréciez le travail, et de lui dire réellement et de manière authentique à quel point vous la trouvez formidable. Et je pense que ce qui manque beaucoup dans les entreprises, c'est du feedback authentique, direct et simple comme celui-là. Ça a l'air de rien. Je vous promets, quand vous regardez la personne droit dans les yeux et que vous lui dites « Marc, Mathieu ou Sophie, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est un travail remarquable, tu t'es identifié aujourd'hui », vous allez voir cette personne sourire, parce que je pense que peut-être ce sera le premier compliment qu'il ou elle recevra dans la semaine. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. En plus, demain, vous savez toutes et tous quoi faire. On va chercher le sourire. C'est important, surtout dans une période comme aujourd'hui. J'ai envie maintenant de me taire et j'ai envie de vous laisser la parole. J'imagine que vous avez des réactions, des questions, des interrogations. Allez-y. Je vous ai entendu sur le côté valeurs féministes, etc. Et en même temps, vous êtes deux femmes à parler ce soir et j'ai de la peine à croire que c'est un hasard. Ce ne sont pas deux hommes qui sont venus témoigner de ce shift dans les valeurs de leadership. Et donc, du coup, je reste quand même avec cette question. Est-ce que ce nouveau leadership ou ces nouvelles valeurs est plus ou plus facilement porté par des femmes ? Et sachant, et ça on n'en a pas parlé, sachant qu'il y a quand même majoritairement des hommes dans les boards, dans les comités, dans les CA, etc. aujourd'hui, quelle en est, je dirais, l'implication et peut-être la difficulté ou le chemin à faire? Oui, alors je vais prendre ce sujet-là parce que je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question que je me suis posée parce que j'ai réalisé que 90% de mon audience était masculine. Et ce qui était très étonnant, c'est que quand j'ai discuté avec tous mes invités qui sont aussi des hommes et des femmes, j'avais le sentiment que les hommes étaient tout aussi intéressés par ces sujets de sens, de profondeur. Donc il n'y avait pas du tout de différence. Mais je me suis dit, je pense que ce qui manque aux hommes, ce sont des rôles modèles, c'est-à-dire des personnes qui peuvent s'illustrer dans leur mode de leadership d'une autre manière. Et c'est ce qui m'a fait lancer, il y a 6 mois, un format que j'appelle From Within the Soul of Business, où Anne-Sophie est intervenue brillamment. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je vais interviewer des hommes et des femmes qui sont des très grands leaders, que je trouve inspirants, et justement qui donnent des pistes de réflexion sur la manière dont eux se sont changés intérieurement. J'ai eu par exemple Hugues Lebré, le fondateur de Nickel, qui est venu témoigner de ses 900 km dans les Pyrénées. Et je lui ai demandé de me parler spécifiquement, parce qu'il était chez Soggen pendant l'affaire Kerviel, de la manière dont, a posteriori, après ce chemin intérieur, il repensait l'affaire Kerviel. Et je pense que ce qui manque encore, c'est plus d'évangélisation et plus de contenu, plus genré homme, sur ces sujets de sens. Je pense en effet que dans la génération qui est en train d'arriver, là aujourd'hui, moi je vois même dans mes équipes les leaders qui me rapportent, ces valeurs qu'on qualifie de féminines, certains se les approprient déjà très très bien. Mais peut-être aussi c'est plus facile quand en effet le leader est féminin, donne de l'espace à la famille parce que lui-même il a besoin de ça. Et donc je suis arrivée à la banque il y a 12 ans et à l'époque j'avais des enfants tout petits et donc j'aurais dit moi le soir à 6h je serais partie, je me reconnecterai mais pas avant 21h30 et c'est pas sûr tous les soirs. Et donc je veux faire du sport, donc le midi on a mis du sport au bureau et donc les gens qui historiquement restaient très tard, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, parce qu'on a la banque privée, on n'est pas la banque d'affaires, on ne peut pas rester jusqu'à minuit normalement, mais petit à petit, étonnamment, comme j'étais plus là, ils partaient aussi plus tôt, pas parce qu'ils bossaient moins efficacement, mais ils savaient que de toute façon, j'aurais dit, si vous restez plus tard, vous n'allez pas avoir un meilleur bonus. Je ne serai pas là pour le voir, donc voilà, vous pouvez être... Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est que ça soit autorisé, que tout le monde ait les mêmes chances de diriger un peu différemment. Et c'est en train d'arriver, ça j'en suis persuadée. Moi j'ai une question par rapport au problème des
générations qui cohabitent, c'est-à-dire dans les entreprises aujourd'hui, il y a encore quelques baby boomers, et puis il y a des Gen X, Gen Y, Gen Z et des milléniums. Et vous parliez de radical transparency, mais c'est un modèle qui apparaît préféré par des plus jeunes, mais pas forcément par les plus anciens. Comment est-ce que vous voyez l'aspect de devoir jongler avec des styles quelque part pas forcément compatibles entre des générations qui ont des attentes et des comportements et des valeurs finalement assez différentes? Alors ça, c'est une très bonne question que je me pose quotidiennement, parce que alors, nous, à la banque, on a des très jeunes, évidemment, et de plus en plus, et tant mieux. Et on a aussi, et ça c'est le modèle Rothschild & Co, des senior advisors un peu partout dans le monde. Donc des gens qui ont déjà pris leur retraite et qui nous rejoignent après leur retraite. Donc c'est assez... Et donc on a même, je crois l'année dernière, quelqu'un qui a signé à la banque qui avait plus de 70 ans. Voilà, donc, pas ici en Belgique, mais ailleurs dans le groupe. Et donc, ces seniors sont là pour nous donner leur vision stratégique. Donc, ils ont une valeur ajoutée énorme, notamment auprès des plus jeunes. Donc, il y a ce côté transmission. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut justement valoriser aussi bien les seniors que ceux qui ont 45 ans, mais qui ont déjà une expérience très précise dans un domaine, que les jeunes. Et ces jeunes-là, il faut leur laisser la parole. Je pense, encore une fois, tout ce qui est case, de dire quand on est né en 80 ou en 81, on est différent, enfin on est Z ou je sais pas quoi. Et donc on pense différemment. J'ai un peu du mal à comprendre ces cloisonnements-là. Je pense que c'est juste une place différente qu'ils ont envie d'occuper en étant plus impliqués dans les projets, en ayant un rôle qui soit, ou en tout cas une vision qui soit écoutée. Et si tous cohabitent, ce qu'on essaie en tout cas de faire chez nous, je ne dis pas du tout que c'est parfait, si tous cohabitent et peuvent justement s'écouter les uns les autres, ça donne une diversité qui est identique en termes de résultats à la diversité culturelle ou de parcours professionnel. Donc je crois que c'est très important que chacun puisse avoir la parole. Mais je ne constate pas, en tout cas, mais on est une petite équipe, donc encore une fois, je ne suis pas une grande société, une grande multinationale, je ne constate pas qu'il y ait de conflit du tout générationnel. Au contraire, il y a beaucoup de ponts. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit à la banque. Non, moi, je ne pense pas qu'il y ait de conflit. Je pense que de toute façon, dans peu de temps, on va être confronté à une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, il va falloir quand même faire cohabiter différentes générations. Donc, c'est du pragmatisme. Mais très honnêtement, dans les boîtes que je côtoie ou les clients que j'accompagne, même des petites boîtes, il y a une coexistence et une curiosité qu'on retrouve aussi bien chez les générations plus âgées que les jeunes. Il y avait une question. Oui, alors moi j'ai une question par rapport justement à ces valeurs que vous parliez tout à l'heure de bienveillance, d'écoute, etc. Je suis pas mal impliquée dans Women in Finance Belgium et il y a eu une grande enquête auprès des hommes et des femmes leaders dans le secteur financier où on demandait qu'est-ce qui était important pour vous, et effectivement la bienveillance, l'écoute, les soft skills étaient souvent mis en haut du classement. Mais quand on demandait qu'est-ce qui est rémunéré dans votre entreprise, là, tout à coup, on ne voyait plus du tout apparaître ces soft skills. Donc, je voulais un peu avoir votre avis. Oui. Qu'est-ce qu'il en est dans votre entreprise et comment vous voyez l'évolution des choses? Parce que c'est facile de dire on promeut la bienveillance. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On rémunère les objectifs. Voilà. Alors ça, il y a quelques personnes de l'entreprise qui sont là, qui pourraient en témoigner. Donc moi, ça fait 7 ans que justement, je voulais que ces soft skills soient vraiment soit prégnant pour favoriser l'esprit collectif, la bonne ambiance entre les collaborateurs. Donc j'ai réfléchi à comment ça pouvait infuser. Et donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de mettre ça. On a bien sûr des évaluations 2 fois par an, l'été et puis en novembre. Que ça soit l'objectif numéro 1, mais qui soit l'objectif collectif qui s'applique à tout le monde dans la banque, que ce soit les juristes, les compliance, la réception, les banquiers. Donc tout le monde a des objectifs de soft skills qui sont très clairement identifiés, qui sont les 4 que je vous ai cités tout à l'heure. Si ces objectifs ne sont pas réalisés, donc si quelqu'un en effet a un état d'esprit mauvais vis-à-vis des autres, ne joue pas le collectif ou communique mal clairement pour essayer de brouiller les pistes, on sait, et ils savent très bien, ils peuvent faire les meilleurs résultats financiers, ils ne seront pas rémunérés de la meilleure façon. Et même quelqu'un qui a des très mauvais soft skills, c'est-à-dire se comporte pas dans un esprit éthique ou collaboratif, la banque va lui demander gentiment de partir parce que c'est pas ce qu'on veut. Donc, et même, quand bien même ça serait quelqu'un qui fait des résultats, il y a déjà eu des cas, c'est vraiment ce qu'on privilégie parce que sur du long terme, sinon ça ne pourra pas être pérenne en termes de résultats, même économiques et financiers. Donc c'est rémunéré. Oui. Et pour ajouter peut-être un complément d'information, je reviens à cette notion de gouvernance et de diversité au sein des conseils d'administration. Je pense que ça peut également favoriser d'avoir plus de diversité dans les conseils, mais également de former, encore une fois, les conseils d'administration sur ces sujets.
Et d'ailleurs, petit clin d'œil, puisque les soft skills, on en parle beaucoup, il y a justement Ayman Remdani de chez Play for Peace qui est en train de lancer des formations à destination, entre autres, des entreprises, des boards, avec l'ICHEC, sur les soft skills, pour le mentorat et les soft skills. Et donc, ça va être quelque chose qui va être diffusé maintenant aussi dans les universités de façon positive. Est-ce qu'il y a encore une question ? Bonjour à tous, Didier, je suis l'assistant d'Anne-Sophie en fait, et je vais me départir de mon devoir de réserve pour, je pense, partager avec vous les 10 ans, ça fait 10 ans en fait qu'on travaille tous les deux, et oui, cette année-ci. Et donc je tique aussi sur le management genré, parce qu'encore une fois, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et on ne met pas ces barrières, qu'elles soient psychologiques ou factuelles ou réelles, dans notre fonctionnement. Ça ne fait pas partie de notre fonctionnement à nous. Donc on a une collaboration active de tous les jours. Je suis l'assistant, c'est la boss. Ça ne remet pas en question ma masculinité, ça ne remet pas en question ma vie de famille avec mes enfants, ça ne remet pas en question mon travail. Ce n'est pas tant au niveau de l'interne où tout à fait établi, encore une fois, mais c'est plutôt à l'externe où je trouve ça merveilleux de travailler pour une femme, d'être un assistant masculin qui assume sa masculinité avec une chef féminine. Voilà. On peut s'applaudir. Je voulais rajouter 2 petites choses par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le compliment. Donc, le fait de mettre en valeur l'accomplissement de quelqu'un, c'est aussi de dire qu'on a l'habitude de dire merci. Et que de dire merci, c'est renvoyer à soi-même, alors que de complimenter quelqu'un, c'est le mettre en valeur réellement. Et moi, quand j'ai compris ça grâce à une formation, ça a changé ma façon de me comporter en entreprise. C'est très juste ce que vous dites. En fait, ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc, dire juste merci, c'est complètement incomplet. Alors que de dire à la personne « je te vois dans cette qualité et le fait que tu sois comme ça m'apporte de la joie, du bonheur, etc. » Ça change tout. Parce que la personne, souvent les gens ne se voient pas réellement et on a besoin de feedback. J'ai récemment écouté un podcast de Charles Pépin sur justement la nécessité qu'on a d'avoir en fait des miroirs les uns de faire objet de miroirs les uns pour les autres. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais le simple fait de dire peut changer vraiment. Comme cet entrepreneur qui m'a dit « toi qui es entrepreneur », il a joué le rôle de miroir et moi, ça m'a débloqué. Et alors, si je peux ajouter quelque chose, il faut évidemment donner du feedback très positif. Mais alors, le meilleur cadeau qu'on puisse faire, je pense que c'est donner du feedback constructif sur des points justement d'amélioration. Et ça, c'est difficile. C'est difficile et tout le monde peut le faire dans l'entreprise. De dire, ah bah oui, là, tu n'as pas été très bon à mes yeux parce que ça aurait pu être amélioré par ci ou par ça, j'aurais fait différemment. Parce que ça peut vraiment faire changer l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose... Pour ça, il faut vraiment beaucoup qu'il y ait une ambiance où les gens se sentent en confiance pour le faire et recevoir ce feedback. Je suis un peu ennuyé parce que j'allais conclure en vous remerciant, mais du coup, maintenant, j'ai peur de dire merci. Donc, je vais conclure en vous disant que c'est dur de ne pas dire merci quand même à la fin. Non, mais je vous encourage à évidemment continuer cette discussion au bar, autour d'un verre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir animé.